Allez, Europe 1 Soir, on est ensemble jusqu'à 20h et je suis ravie d'accueillir dans ce studio Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à bord. On va décrypter évidemment ensemble le discours sur l'Europe du président Emmanuel Macron. C'était ce matin à la Sorbonne. 7 ans après son premier discours à la Sorbonne, là aussi le chef de l'État a donc réédité l'exercice pendant plus de 2 heures. Quels enseignements peut-on en tirer? Louis Dragnel, bonsoir. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Vous êtes le chef du service politique et vous avez une première question pour Prisca Thévenot. Oui, bonsoir Madame la Ministre. Alors donc on a écouté très attentivement cet après-midi le discours du président. Il y a eu beaucoup de propositions. C'est un discours d'ailleurs de près de 2 heures, donc un petit peu long. Des propositions sur l'immigration, sur l'industrie, la souveraineté. Il y avait quasiment aucun sujet d'ailleurs qui n'a pas été évoqué. Il y a beaucoup de Français qui se posent la question, qu'est-ce qui fait que cette fois, réellement, vous allez faire ce qui a été avancé par le président ? Et en fait, tout simplement parce que déjà les autres fois, donc en l'occurrence en 2019, sur la base du discours en Sorbonne de 2017, nous avons fait ce que le président de la République avait dit. En termes de défense, en termes de souveraineté alimentaire, sanitaire, industrielle, nous sommes avancés, nous avons réussi à relever des défis communs. On a beaucoup parlé sur ces plateaux et d'autres, par exemple pendant la Covid, nous avons réussi à surmonter la crise Covid grâce à notre capacité à agir en européen. Nous avons réussi à relancer l'économie suite à la Covid grâce à un engagement en européen. Nous avons réussi à nous mobiliser pour soutenir l'Ukraine grâce à un engagement européen. Nous avons aussi changé des sujets qui touchent au quotidien des Français et de nombreux foyers, notamment des parents, sur le numérique. On a commencé à avancer avec des lois sur le DMA, DSA. Au discours d'Emmanuel Macron là sur la politique migratoire, c'est vrai, et sur d'autres sujets, on a l'impression d'avoir déjà entendu plusieurs fois, et beaucoup de Français ont entendu plusieurs fois ces annonces, ces engagements, et du coup forcément ça peut créer un petit effet déceptif. Mais vous savez, la Sorbonne, comme j'y étais ce matin, je m'interrogeais sur ça aussi. La Sorbonne, c'est le lieu des promesses tenues. Tout ce qui a été dit en 2017 par Emmanuel Macron en Sorbonne a été tenu, réalisé. Et nous devons continuer à aller plus loin. Sur l'immigration, vous avez raison. Frontex, nous l'avons réarmé correctement pour pouvoir effectivement mettre des gardes frontières. Pour aussi mettre. Aujourd'hui, les frontières de l'Union européenne ne permettent pas de protéger l'Union européenne. Mais nous avons avancé. Eu autant de flux migratoires. Nous avons avancé. Nous avons lutté aussi contre les passeurs. Nous avons fait des interpellations en européen. Nous avons également débouté ceux qui étaient déboutés du droit d'asile. Ils ont été reconduits. Donc je veux dire, nous devons continuer à y aller, mais vous savez, sans naïveté et en lucidité, on ne peut pas en permanence rejeter ou nier tout ce qui a été fait au cours des dernières années. C'est pas honnête. Je voulais vous interroger sur une phrase du président et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Le président a dit tout à l'heure et il a mis en garde, il a dit qu'il y avait un risque que l'Europe puisse mourir. Qu'est-ce que ça veut dire dans les mots du président ? Je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher entre les lignes. Oui, l'Europe peut mourir. Et nous soyons très clairs. Aujourd'hui, nous avons quoi ? Nous avons des grandes puissances qui se réaffirment. Nous avons des guerres à nos portes, sur notre continent. Nous avons de grandes instabilités, des ingérences qui viennent bousculer nos démocraties occidentales. Et donc oui, en européen, nous devons pouvoir réagir et Pour bien comprendre, l'Europe peut mourir en raison des menaces extérieures qui pèsent sur l'Europe, ou est-ce que dans les propos du président, il fallait comprendre que certains partis souhaitent la mort de l'Europe? Non, mais vous lisez dans mes pensées, c'est exactement ça. Elle peut mourir aussi parce que oui, il y a des ingérences extérieures, parce qu'il y a des fragilités extérieures, et ça, je viens d'en parler, mais aussi elle peut mourir en interne, d'elle-même. Et regardons ce qui s'est passé cette semaine. Au Parlement européen a été proposé un texte pour justement dénoncer les ingérences russes. Certains mouvements politiques français qui nous représentent au Parlement européen ont préféré aller à la piscine plutôt que de voter. Donc, et je vais vous dire de qui je parle du Rassemblement national. Donc je pense que oui, aujourd'hui, même au sein du Parlement européen, il y a des dangers. Et c'est pour ça que cette élection du 9 juin est fondamentale. C'est réellement un choix pour les 5, 10, 15 prochaines années. Alors justement, dans les sondages, la candidate Valérie Ayé est loin derrière Jordan Bardella. Qu'est-ce qui cloche ? Vous savez,
Les sondages sont à regarder. Je ne vais pas vous faire l'affront ici de vous dire que je ne les regarde pas et circuler, il n'y a rien à voir. Bien sûr. On ne vous croirait pas. Oui, et puis je ne vais pas commencer à dire ça. Non, les sondages, on les regarde. Maintenant, est-ce que ce sont les sondages qui nous mobilisent chaque jour au quotidien? Non. Enfin, on a fait de la sensation que le président vient à la rescousse aussi de la candidate Valérie Ayé. C'est pas parce que le président de la République, aujourd'hui, le 25 avril, a parlé d'Europe, que ça a une symbolique autre que ce qu'il a fait depuis 2017. Depuis 2017, le président de la République est mobilisé sur le sujet européen. Il a été le premier candidat aux élections européennes à brandir 2 drapeaux, le drapeau français et le drapeau européen. Il a été le premier à dire dans sa campagne pour les présidentielles en 2016, parler d'Europe et de la France. Il a continué inlassablement à le faire au cours des 7 dernières années, à différents moments. Et nous l'avons fait aussi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous n'avons pas eu de cesse de continuer à avancer sur ces sujets. Mais justement, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quelle est votre explication? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle que de sondage, donc une photographie à l'instant T de ce que peut penser l'opinion. Comment est-ce qu'on explique, par exemple, que Jordan Bardella a un score qui est quasiment égal au double de celui de votre candidate Valérie Ayé? Et je me souviens de la dernière campagne européenne. Votre candidate était bien plus haut dans les sondages. Elle était à 10 points. On était aussi à 10 points. On était aussi à 10 points. Très bien. Un peu plus. Peu ou prou. Mais vous savez, le RN n'était pas aussi fort. Mais très bien. Mais si vous voulez qu'on compare les sondages, etc., sur les élections présidentielles, sauf erreur de ma part, il y avait un certain candidat Zemmour qui devait exploser tous les scores. Donc moi, ce que je dis, ce que je vous dis, et je vous parle aussi en tant que militante. Est-ce que ce sont mettons de côté par exemple Valérie Ayé. Est-ce que c'est la question? Est-ce que ça veut dire que les Français aussi doutent de l'Europe? Est-ce que vous n'avez pas été suffisamment convaincant pour expliquer qu'il fallait, parce qu'on entend vos propos et de la majorité présidentielle, il faut plus d'Europe, il faut encore une fois que les Français fassent confiance à cette liste que vous encouragez, que vous soutenez, qui demande aux Français de faire un acte encore plus vers plus de soutien à cette Union européenne. C'est plus qu'une liste, c'est un projet qu'on défend. On le défend aujourd'hui et on l'a défendu hier en 2017 et on continuera à le défendre. Et j'insiste vraiment sur ça, oui, nous nous mobilisons partout. Bien évidemment ici, et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais aussi au quotidien, sur les marchés, dans des tractages, dans des porte-à-porte, en allant coller des affiches. J'y passe mes week-ends, j'y passe mes soirées, comme de nombreux militants et militantes. Nous sommes mobilisés pour convaincre, expliquer et vraiment le faire dans une complexité qui est nécessaire. Simplement être dans un discours de radicalité, c'est facile. Être aujourd'hui dans la nuance, c'est ambitieux, c'est courageux. Et c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui en rappelant que notre projet européen, nous le portons depuis 2017, nous y travaillons depuis 2017 et nous allons continuer à le faire, pas simplement dans un calendrier électoral, mais dans une ambition bien au-delà, pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Des élections européennes qui sont quand même effectivement sous haute tension pour vous, parce qu'il y a Jordan Bardella d'un côté, on l'a dit, mais il y a Raphaël Glucksmann de l'autre, et on a vraiment la sensation que pour une fois, c'est la majorité qui est prise en tenaille. Écoutez, moi j'ai pas l'impression que la majorité est prise en tenaille, j'ai plutôt l'impression que les Français sont pris en tenaille. Quand Raphaël Glucksmann nous explique en long, en large, en travers qu'il a tout fait pour l'Europe et qu'il est loyal à sa famille politique et loyal aux Français. Il est séduisant, en tout cas. Il est séduisant. Oui. Moi, je vais vous lire les votes qu'il fait. Et c'est peut-être ça qui est important aujourd'hui. Regardez les votes. De croissance, la loi climat, le plan en faveur de la propriété intellectuelle. Il vote contre ces sujets qui sont importants pour les Français. Et en plus, il vote contre son propre groupe politique auquel il appartient au sein du Parlement européen. Mais donc comment croire la parole de Raphaël Glucksmann quand, sur ces sujets-là précisément, sur lesquels il est en train de se prononcer en ce moment, en train de dire que c'est génial et qu'il faut avancer, il a voté contre hier au Parlement européen, et qu'en plus, il n'a pas tenu ça parole de loyauté au sein du groupe auquel il appartient. J'interroge sa capacité à faire confiance à la parole de Raphaël Glucksmann. Prisca Thévenot, vous restez évidemment avec nous. Merci beaucoup Louis Dragnel, chef du service politique. Et nous, on reste ensemble. On va prolonger évidemment le débat. On va notamment parler des autres sujets qui font l'actualité, notamment la GPA, le droit du sol, la fin de vie. Restez bien avec nous sur Europe 1. À tout de suite. 19h, 20h, Europe 1 Soir.
Et on reste ensemble évidemment avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir, évidemment, on vous attend dès maintenant. On est avec Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. On va dérouler ensemble les autres sujets qui font l'actualité et on va commencer par parler de la GPA. Alors, la GPA qui fait l'actualité avec le vote du Parlement européen hier. Mais il y a d'abord cette polémique. Je la rappelle, le styliste Simon Porte-Jacquemus, marié à Marco Maestri, a annoncé la naissance de ses jumeaux. Ces derniers seront donc élevés par deux papas, ce qui a fait réagir Marion Maréchal qui a tweeté « Où est la maman ?» a-t-elle demandé sur le réseau social X. Des propos qui ont été dénoncés par de nombreux élus, notamment de votre part, Prisca Thévenot, l'accusant d'homophobie décomplexée. Alors avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter sa réponse. C'était hier soir sur CNews. Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer, mon utérus n'est pas un produit à louer, les enfants ne sont pas des biens de consommation, ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Dans les contrats de mère porteuse dans un certain nombre de pays étrangers, vous avez par exemple des garanties de 2 ans. Ça veut dire que on pose une garantie sur l'enfant, s'il décède, y compris pour des raisons domestiques ou un accident de voiture 2 ans après le contrat, on vous le remplace. Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse. Marion Maréchal sur CNews hier soir. Alors c'est un sujet évidemment qui fait débat. Prisca Thévenot, est-ce qu'on peut se féliciter d'un principe, la GPA, qui est interdit en France mais possible à l'étranger ? Mais attendez, moi je pense qu'on va revenir à ce qui a été à l'origine, comme vous l'avez dit, pour reprendre vos propres mots, d'une polémique. Ce qui est à l'origine d'une polémique, c'est le tweet absolument indécent de Marion Maréchal Le Pen, qui est loin d'être bête et qui a tweeté précisément en plus le jour des 11 ans du vote de la loi du mariage pour tous. On a un couple, en l'occurrence 2 hommes, qui partagent leur bonheur d'accueillir 2 enfants. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous dites félicitations. En général, c'est ce qu'on dit, non ? Quelqu'un de normalement composé, il dit félicitations. Et en fait, elle s'empresse pour en faire un sujet de polémique, et en plus de façon extrêmement hypocrite, parce qu'elle, ce qu'elle dénonce en réalité, c'est le mariage pour tous. Elle a toujours été contre, et là, elle essaie de faire un contre-feu permanence. Et en plus, elle le dit de façon... En plus, là, je l'entends quand elle parle. Je suis désolée, je le dis de façon assez claire. Et là, quand elle parle, elle nous explique la GPA, etc. Mais c'est évident. C'est une question, elle a dit que c'est une question d'éthique et de dignité et elle a repris les mots employés par Emmanuel Macron en 2017. Eh bien justement, donc de quoi elle parle ? Il est clair qu'en France, la ligne est claire. En France, la GPA n'est pas autorisée. Donc de quoi elle parle ? C'est parce que sa campagne ne décolle pas qu'elle est en train d'essayer d'allumer des contre-feux en permanence pour faire du bruit et du buzz médiatique, pour être invitée sur les plateaux télé. Qu'elle parle d'Europe, qu'elle nous explique ce qu'elle a envie de faire, qu'elle nous explique ce qu'elle ambitionne. Et voilà, il y aura un vrai débat là. Mais là, je suis désolée. Ce qu'elle fait, non mais je vais vous le dire franchement, je vais vous le dire de façon extrêmement, le plus calmement possible. Ce qu'elle fait est absolument odieux. Parce qu'en plus, elle a lâché à la vindicte populaire 2 hommes qui étaient en train d'accueillir un moment extrêmement heureux, personnel. Et si vous regardez les tweets qui sont en dessous, les commentaires qui sont en dessous, c'est absolument abject. Abject. Prisca Thévenot est avec nous jusqu'à 20h et avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. On parle d'un autre sujet. Cette semaine, le Royaume-Uni a annoncé que les migrants entrés illégalement sur le territoire britannique pourront désormais être expulsés vers le Rwanda. Alors, faut-il une mesure similaire pour les migrants entrés illégalement sur le territoire français ? Selon un sondage CSA exclusif pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, 67% des Français répondent oui. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'une mesure qui pourrait s'inspirer de cette mesure-là pourrait inspirer le gouvernement ? Est-ce qu'on peut aussi revenir sur l'origine de ce qui a conduit effectivement le Royaume-Uni à se trouver dans cette situation-là ? Sous-traiter l'immigration mais justement, ils ont un problème d'immigration, effectivement, incontrôlé et illégal. Début de l'année. Ouais. Plus 20%. x2 depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Quelle était la promesse des Brexiteurs ? C'était justement de ne plus avoir de problème d'immigration illégale et de pouvoir contrôler leurs frontières. Force est de constater que ça n'a pas marché. Je pense que c'est aussi important de regarder aussi ce constat-là. Maintenant, sur le sujet de l'immigration et de la gestion de l'immigration régulière et de lutter contre l'immigration légale aussi, eh bien, il y a 2 échelles sur lesquelles nous devons travailler
en français. Bien sûr, déjà avec le renforcement de nos dispositifs, et ça nous l'avons fait notamment au travers de la loi qui a été votée en décembre dernier, la loi immigration portée par Gérald Darmanin, qui a tout de suite été mise en place et qui a porté ses fruits. Et nous le faisons aussi en européen, parce que oui, nous avons aussi des frontières extérieures à gérer en européen. Nous ne sommes pas une île au milieu de l'océan. Et ça, nous le faisons aussi au travers du pacte Asile et Migration qui a été justement récemment voté. Nous continuons à travailler inlassablement sur ces deux volets et nous devons le faire avec cette logique-là. Autrement, ce sont que des belles promesses et ça conduit à ce qui se passe exactement en ce moment outre-Manche. Alors, à propos du droit du sol, justement, le 11 février dernier, Gérald Darmanin a annoncé qu'Emmanuel Macron entendait entreprendre une révision constitutionnelle d'ici à l'été pour supprimer le droit du sol dans le département ultramarin de Mayotte. Est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Il y a un projet de loi qui est en cours, en travail, par la ministre en charge Marie Guévenoux, qui s'est rendue de nombreuses fois à Mayotte pour échanger justement avec les élus locaux, mais également l'ensemble des personnalités compétentes sur le sujet. Un texte est en travail et la ministre pourra revenir précisément sur tout cela. Autre sujet sensible dont j'aimerais parler avec vous, Prisca Thévenot, la fin de vie. Le projet de loi sera présenté à l'Assemblée fin mai. Est-ce que vous avez la certitude ce soir que les 4 conditions strictes pour y avoir accès, alors je le rappelle, être majeur, avoir un discernement plein et entier, être atteint d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et endurer des souffrances réfractaires, est-ce que vous avez la certitude que ces 4 conditions seront respectées dans ce projet de loi à l'Assemblée qui sera présenté le 27 mai? Alors je trouve qu'on va un tout petit peu vite, oui. Parce que le projet de loi n'est pas encore voté, oui. Et je pense qu'il a et le temps parlementaire, il a commencé son cheminement depuis lundi. De façon extrêmement sereine, il n'y aura pas de bons parlementaires. Vote. Il faut laisser le débat se faire calmement et paisiblement. Je pense que c'est important et je le souligne d'autant plus qu'en plus c'est la continuité d'un travail citoyen qui a été mené dans le cadre d'une convention citoyenne voulue par le président de la République Emmanuel. Quelque chose qui tenait à cœur au président de la République et qui fonctionne. Permettre aux citoyens de se mobiliser, de pouvoir interagir sur des questions de société éminemment importantes.